Euh, Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Dr David Maille, situé à Toulouse avec une activité exclusive en implantologie et préimplantaire, qui possède différents DU, occlusodontie, prothèses et réhabilitation des maxillaires notamment, qui nous fait le plaisir de nous faire une présentation sur le soulevé de sinus avec l'intérêt de l'os allogénique et avec un protocole mis en place il y a plus de 15 ans maintenant. Donc, je pense que ça va pouvoir nous apprendre beaucoup de choses et sûrement faire évoluer nos pratiques de demain. Et donc, David, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Martin. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas, mais écoutez, on va faire un petit webinaire convivial. Euh, je m'appelle euh, je m'appelle David May, sauf qu'il faudrait que mes diapos passent et ma première diapo ne passe pas. Et ça y est, c'est parti. Excusez-moi. Je m'appelle David May, je suis implantologiste à Toulouse. Comme l'a dit Jean-Martin, je suis titulaire de quelques DU et j'ai une activité à Toulouse exclusive sur les greffes osseuses préimplantaires et sur la chirurgie guidée et le flux digital en particulier, notamment les arcades totales en flux full numérique. C'est aujourd'hui le cœur de mon activité. Mais ce soir, on est là pour parler de Biobank, qui est un produit que j'utilise depuis longtemps maintenant, que j'aime énormément et que j'utilise selon un protocole un tout petit peu particulier que je vais partager avec vous. Alors, on a intitulé cette soirée Sinus Lift, systématisation de l'utilisation de l'os allogénique. Sinus Lift, c'est un peu un prétexte. En réalité, ce qui va surtout m'intéresser ce soir, c'est l'utilisation de l'os halogénique et la mise en avant de ce produit, la façon dont je m'en sers. Le sinus ne nous servant que d'une illustration de la pertinence de l'utilisation de ce matériau. Jean-Martin avait fait en février ou mars, je ne me souviens plus, un webinaire très pertinent sur la technique chirurgicale du sinus lift, pardon. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'il est en replay sur Oscar pour ceux que ça intéresse. Nous, on va vraiment parler on va vraiment réfléchir autour du matériau qu'on utilise. Alors, si on parle greffe osseuse, si on parle implantologie, eh bien, on a forcément en tête l'os, puisque c'est dans ce matériau, dans cet os, qu'on va venir placer nos implants. Et surtout, si on travaille avec et qu'on adopte la philosophie qui est la mienne du positionnement sous-cortical que j'ai décrite dès 2014 dans l'implant, qui consiste donc à enfouir l'implant uniquement dans l'os pongieux à distance des corticales de façon à prévenir notamment le risque de périimplantite, eh bien, on a besoin d'avoir du volume osseux. Alors, les fabricants nous permettent d'avoir des implants très étroits ou des implants très courts, ce qui permet d'adapter les mensurations de l'implant au volume osseux dont on dispose. Mais si on veut venir positionner nos implants suffisamment profondément pour avoir ce positionnement sous-cortical et donc obtenir ce joint torique ostéomuqueux autour de l'émergence des piliers implantaires, eh bien, dans plein de cas, on n'a pas suffisamment d'os et on est obligé de passer par des greffes osseuses préalables. Alors, si on veut parler de greffe osseuse, il faut quand même s'interroger un tout petit peu et s'intéresser un tout petit peu à ce qu'est l'os et à ce qu'est son métabolisme. Pardon, je passe un peu vite, mais bon, c'était pas fondamental. La façon dont ça fonctionne, c'est un tout petit rappel de nos cours de première année de médecine. On sait tous que le métabolisme osseux est le cycle permanent, perpétuel de phases d'érosion réalisées par les ostéoclastes au détriment de la matrice osseuse, en arrière desquels on a des ostéoblastes qui vont reformer du tissu osseux en créant des cercles concentriques centripètes autour d'un vaisseau sanguin et qui vont eux-mêmes se différencier en ostéocytes. Et c'est cette dynamique-là avec laquelle on va jouer, en tout cas avec laquelle je pense jouer, dans le cadre de mes réaménagements osseux préimplantaires. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein, du tissu osseux à fort grossissement. Voilà à quoi ça ressemble avec un grossissement un petit peu plus faible. Il y a vraiment ce côté caractéristique avec comme un tronc d'arbre coupe à l'horizontale et ces cercles concentriques. Alors, quels sont les matériaux disponibles pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle des greffes osseuses et qui, en réalité, on va le voir, ne sont absolument pas des greffes? Bien, si on prend en référence le rapport de la HAS, de la Haute Autorité de Santé,
qui date de 2013. J'ai pas trouvé de rapport plus récent. J'ai cherché encore ces derniers jours. Eh bien, on a des matériaux qui ont les propriétés suivantes qui sont absolument fondamentales à bien comprendre. Alors, c'est des choses qu'on a vues à la fac, c'est des choses qu'on a apprises pour passer ces examens en troisième ou en quatrième année, mais c'est des choses qui méritent d'être précisées et d'être éclairées avec un jour un petit peu différent et un petit peu placé sous le coup de l'expérience clinique, parce que c'est pas simplement des définitions. Alors, la première caractéristique des matériaux qu'on peut utiliser, c'est l'ostéoconduction. Donc, vous savez lire comme moi, donc c'est la propriété passive d'un matériau à recevoir la repousse osseuse. Et ce recevoir, il est fondamental par invasion vasculaire et cellulaire à partir du tissu receveur en contact de ce matériau. OK. Recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériau, le biomatériau qu'on va utiliser pour venir réaliser ce qu'on appelle à tort une greffe osseuse, ce biomatériau n'a pas de vocation à persister. Ce biomatériau doit s'effacer au profit de la création d'un os nouvellement formé. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est ce qui s'appelle la résorbabilité. La résorbabilité, c'est la capacité d'un matériau à être résorbé. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont avoir les poils qui se hérissent sur le bras et sur la tête en se disant, mon Dieu, mais la résorbabilité, c'est terrible, c'est affreux. Non, non, ce qui est terrible, c'est la résorption. Et la résorption, c'est pas la même chose. La résorption, c'est une notion macroscopique où on va parler d'une quantité, d'un volume qui aura été greffé, alors que la résorbabilité, c'est une notion microscopique à l'échelle cellulaire. On va parler non pas de quantité, mais de qualité. Si on dit ça, ça veut dire qu'en réalité, donc je vous ai mis une petite illustration pour montrer que l'os se propage quelque part et l'os se forme au détriment du matériau ostéoconducteur. En réalité, tous les matériaux qu'on devrait utiliser dans des sites pour lesquels on a vocation à poser un implant, si on veut obtenir une ostéo-intégration de nos implants qui soit optimale, tous nos matériaux devraient être parfaitement résorbables et devrait être donc parfaitement ostéoconducteur. C'est en ça que je dis, c'est pour cette raison-là, pardon, que je dis que c'est en aucun cas une greffe osseuse, c'est pas comme une greffe d'organe, une greffe de cœur ou de foie ou je ne sais quoi. C'est bien une régénération osseuse guidée qui porte très bien son nom, même s'il est un peu long à dire, un peu compliqué à dire. C'est-à-dire qu'on vient refabriquer de l'os en guidant cet os dans sa néoformation, dans sa régénération. Régénération osseuse guidée, c'est le bon terme et en aucun cas greffe osseuse. La deuxième caractéristique des biomatériaux disponibles pour réaliser donc cette régénération osseuse guidée, c'est l'ostéoinduction. Alors l'ostéoinduction, processus de stimulation par les protéines conduisant à la prolifération, à la différenciation des cellules souches, etc. Très bien. L'ostéoinduction, bien évidemment, c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène vertueux, c'est un phénomène qui permet de créer des cellules osseuses qui vont venir coloniser le volume qui aura été greffé par le biomatériau. En réalité, on peut s'interroger sur les capacités ostéo-inductrices du greffon lui-même. De mon point de vue, il n'y a pas grand-chose, même si la littérature ne le dit pas forcément. Je pense que c'est surtout le site receveur qui a ces capacités ostéo-inductrices. Alors, sont réputés, je me cache derrière la littérature, sont réputés être ostéo-inducteurs les greffons autogènes, quel que soit leur site de prélèvement. Je pense que, à part certains chirurgiens brillants que j'ai l'honneur de connaître, qui étaient capables de prendre des blocs corticospongieux et de réaliser de véritables cages, de véritables lits receveurs parfaitement adaptés, un peu comme un travail de marqueterie, pour lesquels on peut estimer qu'on va avoir une pérennité du greffon tel quel, je pense qu'il faut considérer que même pour l'os autogène, dans tous les autres cas, surtout quand on prend du broyat osseux, on n'aura pas de survie de ce greffon en tant que tel, on aura uniquement un phénomène d'ostéoconduction et non pas une ostéoinduction. C'est mon sentiment. Certains produits halogéniques, typiquement FDBA, donc fried dry, donc congelé, séché, et puis l'autre, je sais plus ce que c'est, qui sont pas du tout le biobank en l'occurrence, sont des concurrents, sont réputés être ostéo-inducteurs. Je pense que c'est absolument faux et que c'est un argument commercial fallacieux. Enfin, on a eu, à une certaine époque, quand j'étais petit, des facteurs de croissance, des fameux BMP2, qui étaient un produit américain qui se vendait à moitié sous le manteau, qui n'était pas autorisé en France, qui était censé faire des miracles. C'est un peu comme un engrais, comme une poudre de perlimpinpin, comme dirait un certain président. Et ça se mettait sur une éponge au contact des matériaux de greffe et c'était censé faire des miracles. Dieu merci, tout ça a été complètement arrêté. Et là aussi, arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. On a tellement de potentiel
dans le corps même de nos patients, des patients qui viennent nous voir, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des choses exotiques ou non maîtrisées. Enfin, l'ostéogenèse, c'est toujours la définition de la HAS, je me contente uniquement de citer. Ostéogenèse, processus de formation de la matrice osseuse sans indication sur l'origine cellulaire, issue de la greffe ou de l'autre. Ça signifierait, si on comprend bien cette phrase, que l'ostéogenèse, qui est donc la capacité d'un tissu à fabriquer des cellules osseuses, pourrait venir de la greffe. De mon point de vue, c'est aussi une idée, c'est aussi un concept. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de greffons, même autogènes, qui aient la capacité de régénérer eux-mêmes des cellules. Je pense que c'est l'hôte, le site receveur, qui apporte cette capacité d'ostéogenèse. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les matériaux disponibles? Alors, bien entendu, on a des matériaux alloplastiques, donc des matériaux chimiques, des matériaux issus de l'industrie. On a des xénogreffes, donc des matériaux d'origine animale. On a l'os autogène prélevé sur le patient. Et puis, on a les greffons allogéniques, donc qui sont, je le rappelle, des greffons d'origine humaine, mais qui sont issus de donneurs qui ne sont pas le patient. Alors, il y a ce tableau qui est assez intéressant, qui n'est pas tout jeune, qui date de 2005, qui avait été fait par Tulane, qui croise un petit peu ces deux concepts, les matériaux en vertical et puis leurs propriétés en horizontal. Alors, on voit que Tulane, déjà, pour l'os autogène, il n'est pas bien sûr que ce soit ostéogénique. Je partage ce sentiment, c'est même plus moins. Je rajouterai que de mon point de vue, c'est pas forcément ostéo-inducteur. Il a aussi un doute sur l'ostéo-induction des substituts osseux allogéniques dans la deuxième ligne. Et puis, moi, je vais rajouter ça c'est ma lecture à moi. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de matériaux synthétiques, alloplastiques ou même xénogéniques d'origine animale ne sont même pas ostéoconducteurs. Et je vais vous le montrer. Alors, ce schéma, on l'a vu rapidement tout à l'heure, il est simplissime. Ça, encore une fois, ça rappelle un petit peu nos jeunes années, les miennes datent un petit peu. J'ai fait vraiment un travail de gougnafier en coloriant grossièrement l'os. Et donc, en bleu, ce que vous voyez, c'est la zone greffée. C'est le biomatériau que je suis venu placer. Et ma compréhension du principe de l'aménagement osseux préimplantaire, c'est ça. C'est-à-dire que je viens déposer un matériau, je viens fixer un volume et je vais attendre, donc c'est une vraie régénération osseuse guidée, que les ostéoclastes viennent détruire le matériau que j'aurais mis avec une pénétration vasculaire dans ce matériau et qu'en arrière de cette lacune d'érosion, eh bien, les ostéoblastes qui vont se différencier en ostéocytes remplacent le matériau, le biomatériau qui aura été détruit par les ostéoclastes. Et donc, de proche en proche, encore une fois, vous comprenez l'idée, le biomatériau n'est pas amené à persister. Je ne veux pas que le biomatériau que je dépose persiste dans le corps du patient. Ce que je veux, c'est de l'os vivant. Je veux de la biologie, je veux de la cellularité, de la vascularité, parce que ce que je souhaite obtenir, c'est une parfaite ostéo-intégration de mes implants que je ne peux obtenir que dans de l'os vivant. Alors, si j'applique ce principe aux matériaux alloplastiques, vous voyez, ça c'est un cliché que j'ai fait très récemment. Un patient dit qu'il avait eu une greffe osseuse il y a quelques années. Donc, je vous fais pas un dessin, vous la voyez comme moi. On voit en vestibulaire de l'implant, on a tous ces petits points, tous ces petits grains. On doit être à vue de nez à 4-5 ans post-opératoire. On n'a absolument aucune ostéoconduction, on n'a aucune modification de la qualité du greffon. Alors, dans ce cas-là, c'est pas indispensable, on est bien d'accord. Le propos du praticien était uniquement de retrouver une convexité ou en tout cas de combler une concavité en vestibulaire de l'implant. Mais c'est bien la démonstration que les matériaux alloplastiques ne deviennent pas de l'os, quoi que nous en racontent les commerciaux et les industriels. Un autre cas, sur aussi un matériau alloplastique, là on est à plus de 15 ans en post-opératoire, c'est un vieux cas, voilà l'ouverture, voilà le matériau, vous voyez bien que les granulés sont ankylosés dans une matrice osseuse, j'entends bien que de l'os s'est formé entre ces granulés, donc ils ont joué, ces matériaux alloplastiques, leur rôle de mainteneur d'espace, ça, j'ai pas de souci avec ça. En revanche, si on vient poser un implant là-dedans, eh bien, il ne faut pas me dire que l'intégralité de la surface de l'implant sera en contact avec des cellules osseuses vivantes. Ça n'est pas vrai. C'est donc un risque plus important de perte de notre implant, statistiquement bien entendu, sur le long terme. Ce cas, on va le revoir un tout petit peu après. Je vous ai remis, la coupe radio en parallèle. Si on réfléchit au même principe donc d'érosion du biomatériau positionné avec des matériaux xénogéniques, eh bien, sur ce cas qu'on va revoir aussi un petit peu après plus en détail, on est à 5 ou 6 ans post-opératoire. Bien sûr, c'est pas moi qui ai fait ces cas-là, sinon je ne serais pas là pour en parler. On a toujours, bien entendu, vous le voyez, les granulés
qui se voit. Donc ça, je vous fais pas un dessin. Le xénogénique, c'est bien le matériau d'origine bovine que vous pensez avec une marque qui commence par un G qui finit par Esclich. Et sur ce cliché, je dirais à 7-8 ans post-opératoire, on devine encore à droite, bien entendu, les grains et la densité, le niveau de gris sur cette radio qui n'a rien à voir avec de l'os natif. On verra ce cas un petit peu après plus en détail. Les greffons autogènes sont réputés être le gold standard. On nous a répété ça tant et plus. C'était ce qui était réservé à l'élite des praticiens. Il fallait faire ça, uniquement ça. Donc, je vous ai mis des os en doré, tellement c'était incroyable et merveilleux. On va voir que, bien entendu, c'est pas, faut pas dire que c'est un mauvais matériau, mais je pense que c'est pas forcément l'option thérapeutique la plus pertinente aujourd'hui qu'on peut proposer à nos patients. Alors, j'ai fait un petit tableau très simple pour ces greffons autogènes en mettant en parallèle avantages et inconvénients. Alors, les avantages des greffons autogènes, c'est que, bien entendu, c'est parfaitement ostéoconducteur, hein, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Je m'interroge sur les capacités ostéo-inductrices de ces greffons autogènes. Je m'interroge sur leur capacité ostéogénique, quoi qu'en disent certains auteurs. C'est bien entendu gratuit, hein, puisqu'on le prélève sur le patient. Mais ça sous-entend que, bien entendu, on a un minimum un deuxième site opératoire. Et comme on sait qu'on a une forte résorption, et je parle bien de résorption et non pas de résorbabilité, parce que je fais bien la différence entre les deux, on a une forte résorption en volume, et bien souvent, il faut surcorriger les défauts. Et donc, parfois, un deuxième suite opératoire en tant que site de prélèvement n'est pas suffisant. Et j'ai vu certains de mes mentors, de mes maîtres, qui étaient des brillants chirurgiens, qui n'hésitaient pas à aller prélever 2 ramus et un menton et une symphyse pour aller faire des reconstructions d'envergure. Donc, ça veut dire qu'on a 4 sites minimum à traiter, ce qui sous-entend qu'on a une durée d'intervention qui est bien sûr très augmentée, un risque chirurgical qui est augmenté, un risque infectieux qui est augmenté. Et même si on a un chirurgien brillant et qu'on est tellement agréable que le patient ne va pas passer le temps, mais on a quand même une suite opératoire, des suites opératoires qui sont pas les mêmes que si on traite uniquement le site receveur et qu'on n'a pas de site donneur. Enfin, la quantité disponible, bien entendu, elle est limitée hein, à ce que le patient peut nous donner, hein, de disponible que ce qui est disponible sur le corps du patient. Et puis, dans certains cas, on a une résorption qui peut être importante, notamment sur les greffons iliaques, on le sait. Alors, je suis pas du tout un opposant aux greffons autogènes. Là, je vous ai mis à côté l'os de forage que je récupère systématiquement avec mon protocole de forage quand je pose un implant. Ça, c'est typiquement un implant diamètre 4, longueur 10. En tournant à faible vitesse sans irrigation. Alors, c'est pas le sujet de ce soir, c'est encore un truc un peu exotique que je pratique. J'ai mis une fraise à côté juste pour donner une idée de l'échelle. Ça ne sert qu'à ça. C'est la quantité d'os de fourrage que je récupère systématiquement, que je suis bien content de venir retapisser, repositionner en occlusal de mon forage implantaire. Donc, l'os autogène, je ne suis pas contre. En revanche, je m'interroge sur la pertinence pour les reconstructions d'envergure. Enfin, intéressons-nous, et vous savez très bien que c'est l'objet de mon propos de ce soir, aux matériaux halogéniques et aux biobanques en particulier. Donc, le biobank, vous le savez, c'est un matériau français qui est issu de têtes fémorales. Donc, c'est des têtes fémorales qui sont récupérées sur des donneurs vivants lors d'interventions de prothèses de hanche. C'est des patients qui sont uniquement opérés en France. Donc, la traçabilité est ultra rigoureuse de ce point de vue-là. Et ces greffons halogéniques peuvent être présentés sous plusieurs formes, alors des blocs corticospongieux, de la poudre. Personnellement, j'utilise exclusivement de la poudre et je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait le même... Ah non, pardon, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde cet avis de l'AFSAPS qui date de 2004, eh bien, ça nous dit la chose suivante. Lorsque la greffe d'os autologue est en quantité insuffisante, l'allogreffe osseuse, telle qu'une greffe allogénique cryoconservée, ou par exemple l'allogreffe traitée par Supercrit. Supercrit, c'est le processus maison chez Biobank de traitement des pièces osseuses, hein, est considérée comme l'alternative de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas dire que c'est bien, on dit que c'est quand même le mieux à faire si jamais on n'a pas assez d'os sur place. Ça sous-entend quand même que c'est nettement qu'on va dire concurrentiel dans le sens favorable du terme, que ça présente un réel intérêt et que c'est pas un produit secondaire. Alors donc si je fais le même tableau que j'ai fait pour l'os autogène et que je fais ça pour les greffons halogéniques, eh bien voilà ce que j'obtiens.
L'avantage de ces greffons allogéniques, c'est que c'est ostéoconducteur, je vais le montrer. La durée d'intervention, bien sûr, diminue puisqu'on n'a pas de site de prélèvement, le risque chirurgical diminue, le risque infectieux diminue, la comorbidité, c'est très important à mes yeux, donc l'inconfort post-opératoire pour le patient diminue. La quantité de greffons, elle est illimitée puisqu'il suffit d'aller acheter auprès de biobanques ce dont on a besoin. Ils le vendent très bien quand on leur achète, je vous rassure. Le conditionnement est adapté à ce qu'on veut faire, poudre, bloc, plaque, etc. Moi, j'utilise exclusivement de la poudre. Les inconvénients, c'est quoi? Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pas ostéo-inducteur. Alors là, pour le coup, ils ne trichent pas. Biobank ne cherche pas à dire qu'ils le sont, ils le sont pas. Et c'est très bien comme ça. C'est pas ostéogénique, bien entendu, puisque c'est uniquement une matrice minérale. C'est un extrait sec. Et ça a un coût. OK. Alors tout ça, ça m'a amené à réfléchir. Ça, c'était moi en train de réfléchir. Et l'illumination, en fait, elle est venue quand je m'intéressais aux membranes. Alors les membranes, j'ai fait comme tout le monde. Quand j'étais petit, j'ai utilisé plein de matériaux différents, plein de membranes différentes, des qualités différentes, des trucs pincés, vissés, armés, pas armés, avec plus ou moins de bonheur. Et puis, merci. Et puis, j'ai découvert ça, les fameuses membranes PRF. Cher à mon ami Alain Simon-Pierry, à qui je voudrais rendre un tout petit hommage très rapide, qui nous a quitté à la fin de l'été et qui était quand même non seulement un virtuose, mais un de mes mentors, c'est certain. Donc Alain, où tu sois, je t'envoie un salut amical. Et bien entendu, les PRF qui ont été développés par son comparse et ami de toujours, Joseph Choucroune. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'en fait, dans le corps des patients, il y avait un petit peu tout ce qu'on pouvait souhaiter. Et j'ai considéré que la meilleure des membranes, eh ben, elle était devant mes yeux et que c'était le périoste. Puisqu'en réalité, le périoste, qui est cette membrane qui a un bicouche avec une couche fibreuse externe et une couche ostéogène interne, cette membrane, elle existe, elle vient limiter l'os et elle est présente. Là, je l'ai isolée sur ma lame de bistouri MJK. Elle est parfaitement présente tout le temps et on peut jouer avec. Et en m'intéressant un petit peu à ce qui se faisait, je me suis aperçu que j'étais pas eu le seul à avoir cette idée-là, qu'il y avait des personnes qui avaient publié des papiers sur le sujet et qui se passaient complètement de toute forme de membrane. Donc, si on se met à considérer qu'en fait, tout est disponible dans le corps et qu'on n'est pas là pour contraindre le corps humain, mais plutôt pour jouer avec la biologie du patient, eh bien, on se met à réfléchir un petit peu différemment. L'illumination finale, ça a été c'est le protocole qui avait été mis en place par Jean Périssé, qui était le fondateur de Atoll Implant, qui est une compagnie qui a disparu aujourd'hui, qui était toulousain, et qui avait mis en place ce protocole pour récupérer le plasma en phase liquide. Je vous parle là d'il y a quasiment 15 ans. Donc c'était avant l'avènement des travaux de Orban, avant le IPRF de Joseph Choucroune, avant le sticky bone. Donc tout ça, bien entendu, se ressemble énormément. Je ne vais pas dire que mon procédé il est bien différent ni bien meilleur, pas du tout. C'est juste que je le connais depuis longtemps, je le maîtrise et je suis très à l'aise avec. Il est facile à mettre en œuvre dans un cabinet normal, dans un cabinet libéral normal, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un anesthésiste à ses côtés, etc. Alors, on fait une centrifugation, enfin une prise de sang au patient, on centrifuge le sang du patient, on récupère le plasma en phase liquide, on vient déposer le plasma au contact de la poudre d'os, donc c'est hyper simple. Et puis, selon une petite manipulation toute simple, petit à petit, on va faire former le caillot plasmatique au contact de la poudre d'os. Et on va obtenir comme ça un greffon qui va parfaitement tenir en volume et qui va avoir une réelle densité, une réelle compacité. Alors, il fallait bien lui donner un nom. C'est mon fils, il y a 15 ans, qui était tout petit à l'époque, qui avait appelé ça le Magic Bone. C'est un peu couillon comme nom, je vous l'accorde. Sauf que si je mets une majuscule à chacune des syllabes, ça fait MGB. MGB, ben, s'il y a des amateurs d'automobile ce soir, ça existe. Une MGB, c'est ça, et ça, c'est ma MGB à moi. Passion que je partage avec mon copain Benjamin Cortas, qui en a une aussi d'ailleurs pour la petite histoire, pour ceux qui veulent des infos sur Benjamin Cortas. Donc, voilà pourquoi le Magibot et voilà pourquoi le MGB. Ça suffit de dire des bêtises. Intéressons-nous maintenant au cas clinique et à l'utilisation de ce fameux Magic Bone et surtout de ce biobank. Alors, je vous ai mis quelques cas d'illustration
tout simple, c'est des vieux cas. Vous voyez les dates qui défilent pour certains en haut. On a un défaut majeur ici sur cette latérale. On réalise le comblement. Voilà 5 mois après ce qu'on obtient. On comprend bien, malgré la qualité mauvaise de cette photo, qu'on a un volume qui est dur, qui est dense. Mais le plus intéressant, c'est que 6 ans après, sur le même cas, bien entendu, on ne fait plus du tout de différence entre la zone greffée et l'os natif. Un autre cas, alors ça c'est le cas pour lequel on a vu une photo du greffon alloplastique. On a un défaut majeur sur le côté gauche et puis à droite on retrouve le greffon sur l'image en bas à gauche de votre écran et on voit qu'on a aussi un défaut important avec en plus un besoin d'un sinus lift. Donc on va nettoyer tout ça, bien entendu, cureter, faire un parage à la fraise, peu importe, mettre en place le greffon allogénique. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après, eh bien, voilà ce qu'on obtient. On va recréer parfaitement la forme de la convexité du rempart alvéolaire. Ça, c'est sur le côté gauche du patient. Et plus intéressant encore, sur le côté droit, vous voyez qu'on va à la fois gagner en haut dans le sinus et en bas sur la crête dans des quantités très importantes, puisque là, au final, on doit avoir pas loin de 20 mm, ce qui est plus que largement suffisant pour poser un implant, même en faisant un positionnement sous-cortical. Et ce qui est surtout intéressant à mes yeux, que je vous demande d'observer sur tous ces clichés, c'est la qualité du niveau de gris des zones greffées, qui est tout à fait similaire ou dans le même niveau de gris que l'os natif. Encore une fois, dans l'image en bas à droite, si on compare les petits points blancs du greffon alloplastique qui a 15 ans de plus d'ostéo-intégration, soi-disant, que le greffon allogénique, je pense que ça parle de soi-même. Du coup, je fais beaucoup de reconstruction comme ça en utilisant, on va être sur le secteur 2 là bien entendu, en utilisant les remparts osseux qui me restent une fois que j'ai nettoyé, extrait, cureté, etc. Et je garnis, je foule tout simplement mon matériau, mon fameux Magic Bone, généreusement en conservant cette architecture tridimensionnelle comme un contenant en réalité. J'utilise généreusement des PRF. Bien sûr, des sutures en apical matresse, chères à Alain Simon-Pierry et Joseph Choucroune. Et puis là-dessus, une petite astuce qui consiste à faire une fermeture éclair avec les pointes des papilles qui rentrent dans les défauts. Un cas un petit peu spécifique avec un patient qui a un syndrome un peu particulier, avec beaucoup de dents incluses qui ont des résorptions externes, comme vous pouvez le voir. Je vous ai mis une petite vidéo, j'espère que ça passe pour vous montrer à quel point la mandibule est excessivement fine. Donc, n'oubliez pas de faire des scanners à vos patients, parce que là, sur une panoramique, on pense que c'est un boulevard alors qu'il n'y a rien. Bien entendu, en postérieur, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas génial quand même, hein. Surtout avec toutes ces dents incluses qui vont créer des défects majeurs au moment des extractions. Donc, je réalise systématiquement, hein, grâce au Magic Bone aussi, les extractions et les greffes concomitamment. Peu importe le degré d'infection du site, je nettoie, éventuellement je fais un trempage à la bétadine et je greffe immédiatement derrière pour profiter du potentiel de cicatrisation du site. Ça, c'est en post-opératoire. Vous voyez qu'on est venu combler et recréer parfaitement un niveau de crête. On en profite aussi, bien sûr, pour venir faire un peu d'apposition vestibulaire de façon à épaissir les sites qui seront implantés ultérieurement. Voilà pour la mandibule. Rapidement, la même chose au maxillaire, où là, pour ceux qui ont l'œil, vous allez voir qu'on a des apex parfaitement à angle droit, ce qui est un bonheur. Un sinus, des sinus complètement procidents qui pénètrent très profondément entre les racines des molaires. Donc, un petit casse-tête chirurgical que mon camarade Jean Martin doit m'envier, j'imagine, en regardant ces belles images. Bien entendu, comme Merci pour la vidéo. je suis pas aussi fort que Jean Martin, mais je me débrouille un petit peu. Donc voilà, voilà le résultat qu'on obtient en post-op ou en devis. David, juste pour t'interrompre 30 secondes, juste t'interrompre pour dire, pour les participants, j'ai oublié de le préciser au début de la présentation, si vous souhaitez poser des questions à David, n'hésitez pas, il y a une option QR, vous pouvez les noter dessus et puis on reviendra dessus à la fin de sa présentation. Ça marche. Heureusement que j'ai parlé de Voilà, toi, David, parce je te rends la parole, excuse-moi. que du coup, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, J'y serais venu, mais je ne vais pas t'interrompre. ça marche, t'inquiète. Du coup, voilà ce qu'on obtient en post-op. Bon, je vous fais grâce des clichés avec les implants. C'est pas le propos ce soir. On est là pour parler du BioBranch.
Des reconstructions très importantes, j'en fais bien sûr avec le même protocole, le même matériau. Je vous apprends rien en en vous demandant de regarder la 36 sur ce cliché. Pareil, une petite vidéo pour vous montrer à quel point le défect est absolument gigantesque, en sachant qu'en plus on a une perte de la corticale linguale et on n'a même pas de perte en interradiculaire. Voilà ce qu'on obtient en post-opératoire. Vous allez voir qu'on a réussi à préserver le nerf qui avait été déplacé vers le rebord basal de la mandibule par la pression kystique. Donc c'est pour ça qu'il fait cette espèce de virgule. Voilà ce qu'on a obtenu. Et puis après cicatrisation, la planification implantaire sur un site qui est parfaitement cicatrisé avec un petit défaut au niveau occlusal, mais enfin qui est complètement anecdotique, on a récupéré sans problème. Euh, un cas tout à fait similaire de l'autre côté, avec moi je suis abonné au cas un peu particulier, hein, c'est le gros de mon activité. Un cas tout à fait similaire sur l'autre côté, sur le secteur 4, avec là aussi un kyste absolument gigantesque et qui n'a pas encore soufflé la corticale vestibulaire celui-là. Voilà ce qu'on obtient après cicatrisation. Donc on est venu là aussi retravailler à la fois en comblement de kyste et en imposition vestibulaire de façon à recréer cette convexité de l'arc mandibulaire pour avoir une intégration prothétique la meilleure possible en réalité. Voilà la cicatrisation. Donc vous voyez qu'on a un niveau on a une densification hein, après 5-6 mois de cicatrisation, une densification du volume greffé et un aspect, un niveau de gris qui devient de plus en plus similaire à l'os autour. Alors, je ne résiste pas à vous présenter ce cas, qui est un cas tout à fait exceptionnel qu'on est en train de préparer avec Biobank pour publication, qui est un cas complètement incroyable. Patient qui se présente comme ça au cabinet, un patient qu'on connaît en plus qu'on suit depuis longtemps. Les premiers clichés nous donnent ce genre d'image. De mon point de vue, je rassure tout le monde en disant c'est pas grave, mais quand même, je prends contact avec mon ami, le professeur Vergès, patron du Cancéropole à Toulouse, qui est un ORL spécialisé en cancéro, qui fait faire des clichés, qui me confirme que non, c'est absolument pas tumoral, c'est juste un kyste complètement énorme qui est venu envahir et le sinus, et la fosse nasale, et le palais et qui déforme complètement toute la zone. C'est parfaitement limité et après discussion, ben, on décide que c'est moi qui vais opérer. Donc je vous ai pas mis l'intégralité, mais c'est un cas assez dingue. Donc on a tout ouvert, tout nettoyé, fait une ROG complètement dingue puisqu'on est quasiment à 10 essais qui ont été greffés là-dedans. Tout simplement, pas d'autre trait de suture que celui que vous voyez, que vous déduisez. Voilà ce qu'on obtient en post-opératoire. Vous voyez que c'est une sacrée patate, hein. C'est plus qu'une balle de ping-pong qu'on a recréée. Et le plus intéressant, ben, c'est ça, c'est à 6 mois post-op. Voilà ce qu'on a réussi à obtenir. Alors, ça va passer un petit peu vite, mais je vous demande de regarder à quel point on a réussi à retrouver la paroi antérieure du sinus gauche. C'était vraiment pas gagné quand on détaille les clichés préopératoires, puisque ça avait été complètement soufflé. Et le cas étant aujourd'hui en cours de réhabilitation implantoprothétique avant qu'on puisse vous le publier. Du coup, comme je l'ai un petit peu mentionné, c'est beaucoup de reconstruction 3D, c'est-à-dire que je greffe au-dessous de ce que j'ai. Ici, on est sur un cas d'un patient qui a un trouble majeur. J'ai du son, est-ce qu'on peut faire couper ce son? J'ai un patient qui a un trouble paro majeur avec un semblant de communication bucco-sinusienne qui n'en est pas en réalité, puisqu'on a bien du tissu gingival et on a bien la membrane de Schneider qui isole. Par contre, on n'a plus d'os du tout sur ce site qui doit être une 17. Et donc, ce cas-là, alors c'est un vieux cas, donc on décomposait toutes les étapes à l'époque. Enfin, c'est compliqué de faire une MCI là-dedans quand même. Donc, on greffe à la fois sur la crête, dans les défauts et dans le sinus. Et voilà ce qu'on obtient après plusieurs mois de cicatrisation. Encore une fois, on a gagné par en haut, on a gagné par en bas, on a utilisé les fines corticales qui nous restaient comme tuteurs et on est venu recréer un parpaing de matière en réalité par en haut et par en bas. Je vous ai remis ici l'image initiale, la situation initiale, la situation finale. La réouverture au moment où on extrait les dents antérieures, puisque à cette époque-là, je n'étais pas encore passé entre les mains d'Alain Simon-Pierry et j'étais pas encore un adepte et un addict de la mise en charge immédiate.
Donc, juste pour vous montrer à quel point sur le secteur postérieur, je ne parle pas du secteur antérieur, on voit les alvéoles, on a récupéré de l'os vivant qui saigne et qui est parfaitement dur. C'est toujours le même cas, bien entendu. La reconstruction prothétique qui aujourd'hui semble de notre âge, tant on ferait plus ça maintenant, qui correspondait à mon passage dans l'école suisse. La reconstruction 3D, donc encore une fois, par en haut, par en bas, par un côté. Voilà typiquement un cas où on est venu greffer et dans les sinus et en vestibulaire pour retrouver là aussi une convexité et compenser les concavités vestibulaires. Voilà les clichés qu'on a sur des coupes coronales obliques. On est même venu sur l'image de droite gagner aussi en vertical. Donc, je me sers de ce Magic Bone comme une pâte à modeler que je viens accrocher à l'os résiduel pour gagner du volume dans tous les sens. La technique Quechua, c'est moi qui ai baptisé comme ça, bien entendu, en hommage à la tente de camping du même nom, qui consiste donc à utiliser des plaques d'ostéosynthèse en piquet de tente, mais je vous montrerai après que c'est plus ma technique de choix. Qui permet dans un cas comme cette patiente ici, où on a la possibilité d'accrocher des implants, mais on a une concavité occlusale qui est un petit peu dérangeante sur le plan prothétique. Et du coup, le fait d'utiliser ici cette plaque d'ostéosynthèse qu'on voit bien sur l'image en 3D et de venir combler dessous nous permet de gagner les quelques millimètres de façon à ce que nos implants nous permettent de supporter des couronnes qui aient une hauteur idéale. On comprend bien qu'on a la corticale initiale occlusale qui vient au ras du col de l'implant de droite et qu'au-dessus, c'est une greffe qui a été réalisée. Technique Quechua en version XXL. Donc là, c'est pas moi qui ai mis les plaques, hein, je vous rassure, je suis fou, mais pas à ce point. Ça, c'est un patient qui a eu une double chirurgie d'avancée mandibulaire et de l'euphore pour traiter un ronflement, et je vous le donne en mille, ça n'a même pas marché. Et derrière, il est passé entre différentes mains jusqu'au moment où je le récupère pour essayer de lui sauver la mise et où je fais ici une technique Quechua en horizontale en courbant une plaque d'ostéosynthèse de grande étendue afin de recréer ici un galbe vestibulaire, retrouver cette convexité du prémaxillaire avec du coup tout cet espace qui va être comblé par le fameux Magic Bone. Et de cette façon-là, on va récupérer le cas. Cette image me fait penser à une patiente que j'ai traitée en début de semaine, une patiente du docteur Jean-Charles Rivoire de Bergerac, mon ami que je salue, ainsi que sa jeune collaboratrice Sabrina. On a fait un cas sur une mandibule résorbée à l'extrême à peu près similaire. C'était lundi soir. Vous voyez que ça continue malgré tout les techniques Quechua quand c'est indispensable et quand c'est la seule option. La technique que je préfère aujourd'hui, c'est plutôt l'ostéotomie segmentaire, c'est-à-dire le fait de luxer, de découper un bloc au piezo pour ce qui est de la mandibule postérieure, l'ostéotomie segmentaire, de luxer ce bloc, de le maintenir avec une plaque d'ostéosynthèse et de venir du coup combler avec le Magic Bone le défaut qui a été créé. Ça a l'air de rien, mais enfin, sur un cas comme celui-là, on récupère quand même 6 mm et demi de hauteur. 6 mm et demi, ça fait la différence pour éviter de venir embrocher le nerf mandibulaire ou pour venir mettre un implant qui soit pas un implant ultra court. Ça permet quand même de sauver des cas. Voilà la panneau du cas en question. Et vous devinez en fait, notamment sur l'image de droite, avec les ruptures de continuité des corticales, que ce soit en lingual ou en vestibulaire, vous devinez la zone qui a été greffée et vous comprenez bien que ça nous a permis surtout de se mettre à distance de ce nerf qui était qui était énorme et qui était en plein milieu du passage. La réouverture sur ce cas-là ai-je besoin d'insister dessus? Je vous demande d'observer la corticalisation qui s'est opérée au niveau de la zone qui a été greffée. On devine encore juste en dessous de la vis le trait d'incision du piezo, cette zone un peu blanchâtre, au-dessus de laquelle c'est le bloc initial du patient. En dessous de ce trait, c'est bien la zone qui a été greffée. Et si j'ai une corticale qui s'est reformée en lieu et place de mon Magic Bone, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que cette zone-là est devenue uniquement de l'os du patient, de l'os vivant, de l'os normal. Et si c'est de l'os, il n'y a aucune raison que cet os disparaisse. Alors, on avait intitulé ce petit topo Sinus Lift.
Je vous avais peut-être pas vu beaucoup de sinus. On va maintenant voir un peu plus de sinus, mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un bis repetita de ce que Jean-Martin avait présenté avec brio l'hiver dernier. C'est de nous poser cette question. Est-ce que ce greffon halogénique utilisé selon ce principe-là de sticky bone, de magic bone, est-ce qu'il présente une pérennité ou est-ce qu'on va tout perdre, puisqu'on entend toujours dire dans les sinus, tout marche, ok, quoi qu'on mette, ça marche, mais en réalité, qu'est-ce qu'on a à la sortie? Est-ce qu'on a vraiment de l'os vivant ou est-ce qu'on a une espèce de mix de gloubi-boulga, de matériaux composites entre de l'os et autre chose? Et pourquoi dans certains cas, notamment si on met de l'autogène, on perd beaucoup d'os? C'est cet angle d'attaque-là que je vais essayer de creuser maintenant avec vous. Je vous rassure, il n'y en a pas pour très longtemps. Je vous demande d'observer le sinus gauche du patient, donc à droite de votre image, et je vous demande d'observer aussi la 38 ou la 37, on va dire que c'est une 38, puisque c'est la seule chose qui va vous permettre de savoir qu'on parle toujours du même patient. Donc on est sur un cas très ancien. À l'époque, pas de mise en charge immédiate, on fait les extractions et puis ensuite on va faire les greffes. Je vous ai marqué d'une petite flèche la corticale initiale du sinus gauche dans sa partie mésiale et on va observer ce qui se passe. On a fait une greffe ici avec le Magic Bone, on voit toujours la corticale bien entendu, et puis petit à petit on met des implants et on va voir que cette corticale, eh ben, elle disparaît. Et lors des contrôles qu'on va faire au fur et à mesure, il n'y a plus du tout la corticale qui est présente. Vous avez toujours la 38 là, pour vous guider, hein, pour savoir que c'est le même patient. La corticale disparaît complètement et plusieurs années après, on ne peut même pas deviner qu'elle ait un jour existé, cette corticale. Okay. Donc, si j'ai une modification, une perte d'une corticale initiale que, bien entendu, chirurgicalement, je n'ai pas touché, et si j'ai un niveau de gris et un piqué de granulosité de l'os spongieux qui n'est même plus décelable entre la zone greffée et l'os natif du patient à plusieurs années de recul, à plusieurs années post-opératoires, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce que j'ai obtenu dans mon sinus, c'est bel et bien de l'os vivant et uniquement de l'os vivant. Un autre cas, là on est sur le sinus de droite, donc à gauche de votre image, on voit très bien le sinus initial. Je fais une greffe, je fais un sinus lift avec le Magic Bone et puis le patient part dans la nature et disparaît. Et il revient quelques temps plus tard et voilà ce que j'observe pour faire un cliché de contrôle. Là aussi, j'ai une corticale qui s'est reformée au sommet de la greffe alors que j'ai rien fait d'autre que d'attendre et de laisser la biologie faire son job. Un autre cas, pareil, c'est des cas anciens. Tout à l'heure, Jean-Martin me demandait si ça faisait longtemps que je faisais ça. Oui, j'ai pas compté exactement, ça fait en gros une quinzaine d'années, entre 12 et 15 ans, on va dire, après avoir bien entendu cherché et testé. Donc, j'ai pas mal de cas anciens et du recul sur des cas anciens. On va s'intéresser au sinus de gauche du patient, pardon, à droite de l'image. On est venu faire une greffe et puis regarder ce qu'on a obtenu après quelques années, hein. Bien entendu, on n'attend pas d'avoir cette image-là pour poser des implants. À 6 mois, on peut poser des implants, on a une densité suffisante pour venir trouver un ancrage primaire intéressant et pertinent, mais on obtient ici une corticale qui est juste incroyable. Alors ça, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure avec le BIOS, hein, vous avez compris. C'est une patiente qui avait été opérée, qui est un peu désespérée par ce qui lui avait été fait. Et puis moi, j'étais un jeune chirurgien fougueux, donc j'ai voulu lui proposer des choses un peu dingues. Donc voilà la situation initiale. Elle avait en fait un sinus à gauche qui avait été greffé par BIOS, mais qui était cloisonné. Et donc je lui ai proposé de greffer la partie mésiale du sinus, donc en mésiale de la cloison de refend du sinus gauche, et de greffer le sinus droit. Alors je fais ça, hop, voilà. Vous voyez qu'à droite, eh bien, j'ai mis une patate de Magic Bone, et puis j'en ai tellement mis que j'ai complètement déchiré la membrane. J'ai eu une perforation majeure de la membrane de Schneider sur ce côté droit, sur un sinus très étroit. J'ai donc eu une infection qu'on a traitée simplement juste en déposant le greffon contaminé. Et dès que je suis tombé sur du greffon sanglant, propre, joli, je l'ai laissé et je vais vous montrer ce que ça donne à la sortie. Mais le plus intéressant, c'est pas le sinus droit qui s'est infecté. Le plus intéressant, c'est le sinus gauche, puisque c'est un sinus qui a donc été traité avec du BIOS 5 ou 6 ans auparavant, puis avec du biobank sur sa partie mésiale. Et alors, si je fais une coupe et je passe dans le même sinus, dans les deux matériaux, en sachant que le BIOS est beaucoup plus ancien, je vous ai fait un agrandissement de la fenêtre en haut à gauche de votre écran. Vous voyez que, bien entendu, on devine encore les particules du matériau de la xéno
qui est en occlusal en réalité. J'ai dû incliner un tout petit peu ma coupe. Alors que au-dessus, c'est le biobank, c'est l'os allogénique qui lui a un niveau de gris complètement similaire à l'os natif de la patiente et dans lequel on ne retrouve pas le côté particulier du biomatériau. Donc, c'est l'image que je vous ai mis au tout début. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer la forme un peu exotique, un peu en chou-fleur, là, que j'ai obtenue sur le sinus droit, puisque j'ai eu cette perforation. Et pour autant, eh bien, en laissant le caillot sanguin occuper le volume, eh bien, c'est devenu de l'os, tout ça. Alors, on a même une corticalisation de ce chou-fleur, hein, qui a été comme pétrifié dans le sinus. Ça, c'est de ma faute. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que si je fais un zoom, c'est l'image que j'ai montrée au début, eh bien, je devine bien que sur le sinus gauche, là où j'ai les deux implants qui sont d'ailleurs même plus utilisés sur cette image, eh bien, on devine encore le matériau de greffe alors qu'on est plusieurs années après la greffe. Encore une fois, la mise en perspective sur des coupes coronales obliques. Et alors, bien entendu, bon, d'une part, ces implants, c'est des implants ankyloses, donc c'est pas du tout des mauvais implants, c'est des très bons implants. Donc, on ne peut pas accuser les implants sur la suite de l'histoire. C'est des implants qui ont été posés de façon aberrante, bien entendu, puisque c'est des implants qui doivent être au minimum posés en juxta, voire même, de mon point de vue, en sous-cortical, alors que là, ils étaient posés en supra. Mais comme ils sont posés uniquement dans de la xéno et que cette xéno, on l'a vu, on l'a dit, n'est pas devenue de l'os, eh bien, voilà ce qui est arrivé. La patiente, un jour, a retrouvé son ankylose dans l'assiette et me l'a apporté. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'autour, on a bien des granulés de xéno, on a bien des granulés d'os bovin, mais c'est en aucun cas de l'os, sans quoi on n'aurait pas eu ce résultat. Alors, les cas que je fais aujourd'hui au quotidien, parce que les greffes osseuses représentent une part très importante de mon activité. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on va être sur le secteur 2. Typiquement en post-opératoire, on a ce genre d'image où on devine encore les paquets de matériaux qu'on est venu fouler. Les petites lacunes ici sont en réalité des paquets de PRF, hein, tout simplement, des petits germes là comme ça de PRF qui viennent créer ces petites images. C'est absolument pas problématique. Et voilà ce qu'on obtient après quelques mois de cicatrisation avec de façon absolument reproductible cette corticale qui vient se former au sommet de la greffe. Alors, vous aurez constaté qu'on perd un petit peu de volume, absolument. J'en parle un petit peu après, je le justifie. C'est pas du tout un problème, puisqu'en réalité, il suffit d'aller mettre initialement d'anticiper ça avec la quantité qu'on dépose, et on perd beaucoup moins que si on faisait de l'autogène, je vous le garantis. Donc voilà cette corticalisation qui est un phénomène qui arrive systématiquement chez tous les patients. Un petit cas un peu rigolo qui va être présenté sur une revue de cas clinique que Biobank m'a demandé de faire, qui est ces cas de sinus lift très particuliers où on a une invagination du sinus entre les racines. Donc là, vous voyez que sur une largeur de même pas 4 mm, c'est compliqué de faire tourner ces curettes pour décoller la membrane de Schneider. Donc dans ces cas-là, ma technique consiste à faire un abord alvéolaire pour faire le sinus lift, à découper la corticale ici au piezo entre les racines et à retourner la membrane de Schneider comme un doigt de gant par l'abord alvéolaire et pas du tout par un abord latéral. Donc voilà, c'est des cas un petit peu rigolos. Voilà ce qu'on obtient après CICAT. Un cas tout à fait similaire sur cette molaire, sur cette 26. Là, quand on a une corticale latérale du sinus très épaisse, je pense que Jean-Martin sera d'accord avec moi. Moi, j'ai tous les voyants qui se mettent au rouge quand c'est ça, parce que très souvent, on a des artères entrales qui sont de diamètre assez costaud dans ce genre de situation. Et donc, quand j'ai une corticale interradiculaire très fine et une paroi latérale du sinus, pardon, très épaisse, mon choix est vite fait. Je préfère passer par la voie alvéolaire. Donc, c'est la même technique où je retourne la membrane de Schneider en doigt de gant. Voilà le post-op et voilà après cicatrisation ce qu'on a obtenu avec là encore cette corticalisation que vous devinez en sommet de greffe. Alors, je suis pas bien entendu sur ces clichés-là. Ça, c'est des clichés préimplantaires. Donc, c'est des clichés qui sont à 6 mois. C'est pas des clichés que j'ai fait à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, comme les cas que j'ai pu montrer précédemment. C'est des cas, bien entendu, qui seraient intéressants de suivre. Et je mets ma main au feu que comme les autres cas que j'ai pu présenter et sur lesquels j'ai des reculs de nombreuses années, on aura
cette densification de la corticale supérieure au matériau de greffe, on va dire, et ce niveau de gris qui va complètement s'uniformiser, alors que déjà à 6 mois, c'est quand même ultra satisfaisant et on est ultra confiant pour la pérennité d'un tel volume. Voilà ce qu'on a à quelques temps de façon complètement reproductible, encore une fois. La même chose, encore une fois. Je vous montre un dernier cas, et puis je pense qu'on en aura fini avec les sinus et que vous aurez compris mon idée, qui est que si j'ai ce signe de corticalisation autour du volume de greffe intrasinusien, ça veut dire que c'est de l'os vivant, ça veut dire que c'est de l'os qui est parfaitement stable, et ça veut dire que de mon point de vue, c'est parfaitement pérenne, et qu'on n'a aucune raison d'avoir une résorption. Je pense qu'il faut faire une grande différence entre un volume osseux néoformé qui s'est corticalisé, qui est de l'os qui va être stable, et de l'os de greffe autogène qu'on va mettre dans le sinus, qui est uniquement un matériau ostéoconducteur qui, lui, va se résorber en volume. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. J'espère que je suis clair dans mon propos. Sur ce cas, donc on est bien entendu sur le sinus à gauche. On va faire une greffe dans l'alvéole et dans le sinus, mais ça, c'est pas très intéressant, la panneau. Ce qui est intéressant, c'est ça, le pré-op, à quelques mois de cicatrisation, et puis regardez la corticalisation qu'on a obtenue. Aucune raison que ce volume-là disparaisse. Alors, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle, en réalité, vous le savez. 50 minutes, c'est parfait. Je suis vraiment un garçon très, très bien, je peux vous le dire. Parce que je vais faire pile poil 1 heure. Jean-Martin, tu seras à l'heure pour le biberon. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est très bien. Alors, conclusion. En réalité, des conclusions, il va y en avoir plusieurs. La conclusion numéro 1, c'est que je perçois ce principe de régénération osseuse guidée, en particulier avec les matériaux halogéniques, mais en général, comme une course. Alors, j'ai parlé de bagnole tout à l'heure, de Magic Bone, de MGB. Je perçois vraiment ça comme une course. Alors, c'est une course entre quoi et quoi? C'est une course, justement, je l'ai dit dès le début, entre la notion de résorption et de résorbabilité. On a initialement un volume de greffe, et ce volume de greffe, avec le temps, il va disparaître parce que le biomatériau qu'on utilise a une capacité ou un vice, peu importe, de résorption, donc de perte de volume global. Et puis, en parallèle de ce phénomène-là, on va avoir l'ostéoconduction, qui est donc pour moi un phénomène vertueux, qui est la résorbabilité. Donc, on a en bleu une notion de quantité et en rouge une notion de qualité. Et il y a un moment où, en fait, ce schéma, il est complètement faux. Il y a un moment où les deux lignes vont se croiser. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que tout le volume du biomatériau est devenu de l'os néoformé. Donc, il n'y a plus d'évolution du volume. On se retrouve avec un os néoformé qui est stabilisé. Il n'y a plus de raison que ça bouge si c'est de l'os vivant. Donc ça, c'est le principe de base, le concept de base, cette notion de course entre les bleus et les rouges. Et puis, à la base, on avait mis en place un certain volume de biomatériaux. Et du coup, quand on compare ça avec ce qui nous reste à la sortie, on a une perte de volume global qui est effectivement à considérer pour la notion de réussite de notre intervention de greffe ou de régénération osseuse guidée. Alors, si j'applique ce schéma, alors bien entendu, ces graphiques n'ont aucune prétention scientifique, c'est juste pour illustrer un concept et pour fixer des idées, hein. C'est uniquement ça. Si j'applique ce schéma sur des matériaux alloplastiques ou des xénos, alors pour pas me faire d'ennemis, ça baisse très très légèrement. C'est pas un vrai rectangle, ça baisse un tout petit peu vers la droite de l'écran. Mais dans l'idée, c'est des matériaux qui vont pas se résorber. Et par contre, on va avoir une ostéoconduction, une résorbabilité qui va pas les concerner du tout, qui va concerner uniquement les lacunes de caillots de sanguin qui vont être présents entre les particules. Et donc, très rapidement, ça va plafonner. Et à la sortie, on va se retrouver avec un os néoformé, comme on a vu dans les illustrations et dans les photos, avec des particules qui seront jamais résorbées parce que pas du tout ostéoconductrices, qui vont maintenir un volume, mais qui vont être prises qui va être ankylosées dans un os néoformé au détriment du caillot sanguin. Ça veut dire qu'à la sortie, on a un volume global qui est hyper bien préservé. Donc ça, de ce point de vue-là, on est vachement satisfait. Mais en réalité, on a quand même une faible proportion d'os vivants là-dedans. Or, l'ostéo-intégration de nos implants, on sait pertinemment qu'on n'est plus à l'époque de Brenmark à chercher un ancrage bicortical de nos implants, et c'est pas de la mécanique qu'on cherche à faire, c'est bien de la biologie.
l'ancrage de l'ostéo-intégration de nos implants, pardon, et la pérennité de nos reconstructions prothétiques implantoportées, elle est dépendante de la qualité de l'ostéo-intégration, de la biologie. Donc, c'est très important que le titane de nos implants soit au contact d'un tissu osseux vivant et du plus grand nombre possible d'ostéocytes, puisque c'est l'adhésion des hémidesmosomes sur des ostéocytes sur le titane qui va assurer cette pérennité et cette ostéo-intégration. Donc moi, ça ne me satisfait pas. Si j'applique ce concept avec les greffons autogènes, alors là, j'ai une résorption qui est très importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais elle est de fait, elle est acceptée. Et en parallèle de ça, j'ai une ostéoconduction qui est très rapide aussi. Sauf que comme la résorption est très importante, et ben à la sortie, j'ai un volume, j'ai 100% d'ostéo formé, je suis très content, mais j'ai une perte du volume global qui est relativement importante. Pardon, je suis allé un petit peu vite, vous avez compris l'idée. Alors que ce qui m'intéresse ici avec les greffons allogéniques, c'est que j'ai une résorption qui va être totale si je lui laisse assez de temps, mais qui n'est pas trop rapide et qui laisse le temps à l'ostéoconduction qui est sûrement moins rapide que dans le cas du greffon autogène, qui lui laisse le temps de se faire. Et donc, à la sortie, je me retrouve avec un volume greffé qui est bien plus important, qui est uniquement de l'os vivant, pas comme dans le cas de l'axéno ou des alloplastiques, et qui est bien plus important que dans le cas des greffons autogènes. Donc, ça me semble hyper intéressant. On a vu des pertes de volume que j'ai décrites dans les sinus notamment, parce que c'est facile à quantifier, c'est facile à voir, que j'estime autour de 15 à 20%. Mais c'est des pertes de volume qui, si elles sont anticipées, sont complètement gérables. La deuxième conclusion, c'est, après le Magic Ball, le box concept. C'est que en réalité, je considère qu'une greffe osseuse, une régénération osseuse guidée va se faire d'autant mieux qu'on travaille dans une boîte. Alors, si on fait une greffe en onlay, ça c'est une greffe en onlay, hein, on est bien d'accord. Si on fait une greffe en onlay, mon greffon par rapport au site receveur, il va avoir qu'une seule face pour recevoir un apport vasculaire et cellulaire. Et donc forcément, la résorbabilité va être moins rapide, va prendre beaucoup plus de temps, alors que la résorption sera la même. Donc j'aurai une perte du volume global beaucoup plus importante. C'est bien pour ça que si on imagine qu'on était là sur une greffe endormie à la mandibule postérieure, je préfère largement, comme je l'ai dit tout à l'heure, recréer une boîte avec une ostéotomie partielle segmentaire, de façon à avoir une boîte à combler où là, j'aurai un bien meilleur résultat. Alors, je vous ai redessiné les différentes phases de ma boîte, hein, puisque si j'ai une boîte, eh bien, je vais avoir certes une face pour accéder à ma boîte, mais je vais quand même avoir un apport vasculaire et cellulaire par 5 des phases de ma boîte. Et ça va me permettre, cet apport vasculaire et cellulaire, d'avoir une ostéogénèse, une ostéoinduction de la part du site receveur, qui va engendrer, donc très importante, 5 fois plus importante qu'une greffe en onlay, et qui va engendrer une ostéoconduction très rapide et de très grande qualité. Donc, je considère dans ma compréhension des process de la régénération osseuse guidée que l'ostéogénèse et l'ostéoinduction sont uniquement données par le site receveur. Je sais que je me répète, mais c'est le propre de la pédagogie, hein, c'est de faire plusieurs passages. Et de ce fait, comme je multiplie le nombre de parois et le nombre d'éléments et la quantité d'ostéogénèse et d'ostéoinduction, je me retrouve avec une ostéoconduction qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et qui du coup me permet de croiser la ligne de la résorption du biomatériau plus rapidement afin d'obtenir un volume final plus important. J'espère que vous me suivez. La troisième conclusion, c'est que allogreffe, c'est pas du tout égal à allogreffe en réalité. Donc, on voit des articles, on voit des publications où on nous parle de FDBA, DFDBA, etc. Et on met ça en parallèle avec des matériaux comme le biobank en particulier. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, le biobank, c'est quoi? Le biobank, c'est donc des têtes fémorales qui sont traitées par un processus particulier qui s'appelle le processus supercrite. Processus supercrite, alors je suis pas ingénieur en génie chimique du tout, mais je suis allé voir sur Internet quand même avant de vous raconter des bêtises, et c'est pas du tout les inventeurs de supercrite biobank en réalité. Le supercrite, c'est utilisé dans d'autres domaines de l'industrie parce que le CO2 à cet état supercritique, qui est un état entre le liquide et le gazeux, est un solvant
facile d'utilisation, puisque le CO2, il y en a plein sur la planète, on en a même trop, il paraît, et qui atteint cet état supercritique à une température relativement raisonnable, puisqu'on est à 31 degrés, sous une pression importante, mais faire de la pression, on sait la faire. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre et très puissant en termes de solvants. Par exemple, le café Maxwell, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, pour faire du café décaféiné, il utilise le process supercrit pour enlever la caféine du café. Donc, Biobank ne sont pas les inventeurs de ça. Par contre, ils ont une intelligence d'utiliser ce process supercrit dans le sujet qui nous intéresse, à savoir le traitement des pièces osseuses anatomiques, et en se demandant mais qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Et c'est en ça que c'est très différent, c'est-à-dire que ce solvant très puissant va permettre d'éliminer tout ce qui est vivant en réalité dans la pièce osseuse, dans la tête fémorale, et d'obtenir, mais de respecter complètement la matrice collagénique de cette tête fémorale, et du coup d'obtenir à la sortie une pièce osseuse qui va permettre une résorption relativement lente tout en offrant une excellente résorbabilité. Il faut avoir travaillé ce biobank pour comprendre ce que je raconte exactement. Il faut l'avoir manipulé. C'est un matériau qui est absolument proche de l'os humain, qui en a les qualités sans en avoir les inconvénients. La dernière conclusion, c'est de se poser la question, au-delà du biobank, à quoi ça sert de rajouter la fraction plasmatique et à quoi ça sert d'utiliser la technique Magic Ball. Alors, la première chose, elle est tout simplement pratico-pratique. Moi, je suis un chirurgien, je suis un clinicien, j'enfile des gants tous les matins et je vois des patients tous les jours. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand même les protocoles, c'est quand même le fait de travailler avec mes mains. La coagulation, l'effet de coagulation qui permet de rendre ce greffon hyper plastique, hyper facile à manipuler. On n'a pas de la poudre qu'on vient balancer dans une cavité qu'on ne connaît pas. On a un matériau qui est vraiment comme de la pâte à modeler qui se tient, notamment quand on a une perforation de la membrane de Schneider dans un sinus, puisque c'est le sujet, tant que cette perforation n'est pas bien sûr absolument gigantesque et qu'elle est modérée, ça se traite parfaitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traiter la perforation plus que ça. On ne met pas des granulés qui vont se balader, qui vont passer par la perforation. Les granulés sont amalgamés, tiennent entre eux par le caillot. Alors, je vous ai mis une toute petite vidéo, j'espère qu'elle passe bien pour vous, pour essayer de vous donner un peu la sensation qu'on peut avoir quand on foule ce matériau, ce Magic Bone. Vous voyez que ça tient, les greffons, ils tiennent entre eux. Moi, je découpe des paquets au ciseau et j'ai fait les tests. Les paquets de matériaux que je mets, qu'on a vu tout à l'heure sur les clichés, ils sont assez résistants, ils se recollent entre eux. Donc, on n'a rien qui passe par les perfos qu'on tient. Enfin, grâce à la présence du plasma dans le Magic Bone, eh bien, on a tous les éléments de la cicatrisation qui sont présents au cœur même du greffon. Et on pourrait s'interroger, je mets des conditionnels parce que j'ai pas de prétention scientifique excessive, j'ai des prétentions cliniques mais pas scientifiques. On pourrait s'interroger sur le fait que cette fraction plasmatique apporte éventuellement une ostéo-induction et donc ça aide à créer un chimiotactisme cellulaire afin que la pénétration par les néovaisseaux et par les cellules du métabolisme osseux, ostéoclaste puis ostéoblaste, on l'a expliqué, se fasse très rapidement grâce à la présence du plasma au cœur du greffon. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, si je reprends mon petit tableau de tout à l'heure, et puis j'en aurai fini, et que je remets en perspective ça avec ce que je viens de raconter, eh bien aujourd'hui, je considère donc le Magic Bone, c'est ostéoconducteur. Je reviens pas sur les durées d'intervention, etc., etc. C'est toujours pas ostéogénique et ça a toujours un coût, certes. Je me demande si c'est pas ostéo-inducteur grâce à la présence de la fraction plasmatique. C'est hyper simple à utiliser dans un protocole. Typiquement, nous, on commence par la prise de sang, puis on fait l'anesthésie pendant le temps de centrifugation. Et quand on arrive au bloc, les extraits sont déjà traités et la coagulation est déjà en train de se faire. Et puis enfin, c'est ultra simple à manipuler. C'est facile de remplir des trous avec de la pâte à modeler. On a tous fait ça quand on était gamin. On a tous utilisé du silicone avec plus ou moins de bonheur pour faire des choses. C'est ultra facile à travailler. Pour finir, je voulais juste vous dire que j'étais pas un menteur et que c'est bien ma MGB et que c'est bien moi qui sors de chez moi avec ma MGB. J'espère que la vidéo passe et je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir intéressé. Merci David. Déjà, par cette magnifique présentation et cette très belle voiture pour finir ta presse. Écoute, on a différentes questions qui nous sont parvenues.
En effet, certaines, je pense que j'aurais pas besoin d'y répondre parce que tu y as répondu par toi-même. On va essayer, je vais quand même en citer quelques-unes pour pire revenir sur certaines choses que tu as déjà dit, mais peut-être pour le réexpliquer si ça n'a pas été bien entendu. Alors, notamment, il y a une question qui a été demandée, comment isoler le sticky bone en cas d'extraction et comblement alvéolaire immédiat? Excellente question. Alors, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'isoler. C'est-à-dire que le sticky bone, magic bone en l'occurrence, il n'est pas traumatisé s'il est exposé. Et il y a une colonisation cellulaire qui se fait très 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 rapidement. On est sur une cicatrisation de deuxième intention et c'est pas un drame s'il y a une exposition. Néanmoins, on préfère protéger. Donc moi, systématiquement, comme je prélève aussi pour faire des membranes de PRF. Donc je tapisse des membranes de PRF en occlusal pour venir recouvrir et servir un peu de rustine. On sait très bien que ces membranes de PRF auront une durée de vie limitée. C'est admis que ça dure 10 à 15 jours à peu près. Passer 10 à 15 jours, si ça disparaît, ça pose aucun souci. Si on a quelques grains qui se baladent et qui sont expulsés, c'est pas un problème non plus. Et puis enfin, il y a aussi un petit jeu de travail des lambeaux. On n'a pas besoin d'aller faire des décharges et des choses compliquées. Soulever un tout petit lambeau en pleine épaisseur, en vestibulaire, en lingual, faire un peu de brushing, donc pour libérer un peu le périos, ça permet quand même de diminuer le trou de gencive au droit de l'alvéole qu'on vient de greffer. Et du coup, la PRF suffit largement pour compenser ça pendant une quinzaine de jours. J'espère que j'ai répondu. Oui, très bien, très bien. En effet, bah, écoute, je te rejoins totalement. Je pense que c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver à maintenir pendant ces 15 premiers jours une fermeture qui permet par la suite d'obtenir une bonne cicatrisation. Autre question qui a été posée, tu parlais la question qui a été posée pour les REG verticales, est-ce que c'est possible sans effet de tente? Donc je pense que ça passe par tes osteotomies segmentaires, mais voilà, je te laisse y répondre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la muqueuse a ses propres tensions. Alors, bien entendu, quand on a des sangles musculaires en vestibulaire, on sait très bien que si on a beau greffer à l'excès, les muscles vont nous lisser tout ça. On en peut compenser des défauts, mais on peut pas aller au-delà des sangles musculaires. Si on est en occlusal, typiquement mandibule postérieure, puisque je crois que c'était le cas, c'est la question que tu as posée, je considère qu'il faut quelque chose pour maintenir. C'est-à-dire que on va gagner, mais on va gagner trop peu si on ne maintient pas. Donc moi, quand j'ai pas le choix, c'est la méthode Quechua, c'est les plaques d'ostéosynthèse que je plie, que je tords, que j'arc, que j'utilise comme des IPN en réalité, hein, comme des poutres de Lego technique. Mais si j'ai le choix, je préfère faire des ostéotomies partielles segmentaires pour les raisons que j'ai invoquées, à savoir la colonisation de la zone greffée par 5 des 6 faces du défaut créé. Et là, je sais pertinemment que j'aurai un résultat qui sera waouh, quoi. Oui, totalement, hein. C'est clair qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'en effet, il faut avoir un maintien initial qui te permet d'éviter que tes muscles travaillent au contact de ta greffe pour espérer avoir la meilleure régénération possible. Et en effet, comme tu le dis bien dans ta technique, si on maximise le potentiel de régénération par l'apport vasculaire, c'est là qu'on obtiendra les meilleurs résultats dans le temps, bien sûr. Autre question qui a pu être posée, est-ce que ça t'arrive d'utiliser quand même des matériaux de type xénogreffe dans ton activité? Jamais, jamais de xéno, jamais de membrane, jamais d'halo, jamais rien du tout. En fait, je m'amuse à dire que j'ai rien contre les gens qui font du jet ski, mais je remonte pas le courant de la rivière, quoi. Je joue plutôt avec la biologie, je joue plutôt avec les éléments. Donc, entre jet ski et kitesurf, moi, je fais plutôt du kite. Je suis plutôt en train d'utiliser la dynamique de la biologie du patient et de l'orienter à mon avantage dans le but de traiter mon patient, plutôt que de contraindre, de bloquer, d'isoler, de pincer. Les gens qui me suivent et que je forme en implanto le savent très bien. Je dis toujours la même chose, moins il y a de titane, plus il y a de biologie, plus il y a de tissu et mieux tout le monde se porte, quoi. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que moins je mets d'artefacts, moins je mets d'isolants, de séparateurs Ok. et de choses artificielles. Merci pour ta réponse. Pardon, moi, ça a été un petit peu coupé parce que ça a été un peu assuré ce que tu disais. David, si tu peux peut-être juste répéter pour les autres personnes, s'il te plaît. Mais, alors, je ne sais pas qui coupe qui, parce que toi aussi, tu étais coupé. Mais
Non, je disais que Ah, moins je mettais d'éléments artificiels et plus je respectais la dynamique de la biologie du patient et la cellularité et la vascularité, mieux je me porte. C'est pour ça que, par exemple, j'évite autant que possible de faire des décharges, des incisions de décharge, parce qu'on sait très bien qu'on perturbe la vascularisation. Dès que je peux l'éviter, je l'évite. Et c'est pour ça aussi, je disais, en implanto, moins je mets de titane, plus je laisse de place à la biologie et mieux je me porte. oui, oui, bah, bien sûr, je te rejoins totalement. Autre question, et je pense qu'on finira sur celle-ci parce que d'autres questions ont été posées, mais je pense que dans l'ensemble, tu y as répondu de manière très pertinente et avec des cas magnifiques. Donc, je permets juste, je pense que c'est au moment des sinus que la question a été posée. L'implant permet-il de maintenir une hauteur osseuse périimplantaire suffisante? Dans les sinus, Oui, je pense en même temps que je pense que la question était par rapport à tes sinus si tu venais à poser l'implant en simultané, je pense. ouais, ouais, alors ça peut complètement marcher. Il y a un brillant explorateur de l'implantologie suédois dont j'ai bouffé le nom, que j'ai eu la chance de rencontrer chez mon ami Giancarlo Ciabattoni à Faenza, côté de Bologne, qui s'est fait comme spécialité justement le fait de rien mettre dans les sinus et de maintenir la membrane de Schneider à distance en utilisant les implants. Et Et, juste avec le, comment t'as le nom ou pas? je ne sais plus, mais Tu je vois m'y de suis qui déjà aussi amusé à le faire. Ouais, tu vois de qui je parle. c'est très Et séduisant comme technique. Ouais. ouais, ouais, donc ça marche très bien. Ça marche très bien, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Il faut que tu puisses poser Après, l'implant au bon endroit pour tenir ton volet osseux, quoi. Mais voilà, sinon, exactement. Et puis, il faut quand même avoir suffisamment de d'os présent quand même pour stabiliser un implant dans de oui. bonnes conditions. Et moi, comme vous l'avez vu sur un des premiers clichés que j'ai fait, je suis un défenseur, pour pas dire plus, du positionnement sous-cortical. Et donc, à choisir entre décaler la pose de mon implant et l'avoir en juxta, à choisir entre mettre mon implant immédiatement et l'avoir en juxta cortical ou décaler la pose de mon implant et pouvoir l'enfouir de 3 ou 4 millimètres, je préfère décaler et l'enfouir. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une technique que j'utilise bien souvent parce que de deux choses l'une, soit tu peux poser ton implant et l'enfouir, auquel cas tu as beaucoup d'os et tu n'as pas besoin de sinus lift, ou alors tu fais un tout petit truc de rattrapage, mais voilà. Soit tu peux pas l'enfouir, ton implant, tu peux pas le positionner à 3-4 mm sous cortical, et à ce moment-là, sous crestal, pardon, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire un sinus pour pouvoir le faire dans un second temps. Donc à la sortie, oui, c'est possible sur un plan théorique. Non, c'est pas quelque chose que je fais parce que ça ne correspond pas à la sortie, au positionnement idéal que je souhaite pour mes implants. Eh ben, écoute, je pense que tu as répondu à la plupart des questions. Donc, merci encore une fois, David, pour cette magnifique présentation que tu nous as fait ce soir. Je pense qu'on va tous réfléchir à différents plans de traitement demain et je pense que ça nous fera évoluer aussi dans nos techniques. Donc, merci encore à tous pour ce soir. Benjamin, d'ailleurs, te dit très belle voiture. Donc, voilà, je te le cite au passage. Et ben, écoutez, bonne soirée à tous encore et à une prochaine. Allez, salut Jean-Martin, merci à toi, bonne soirée à tous, au revoir.